Ce mois-ci, l'IA a fait quelques grands pas en avant. Les robots commencent à paraître humains, et la Chine construit déjà des armées de robots IA entièrement autonomes, équipés d'armes. En même temps, un modèle appelé Mythos est qualifié d'IA la plus dangereuse jamais créée, tandis que ses clones choquent déjà OpenAI et Anthropic. Boston Dynamics a peut-être gagné la course aux robots en un geste. Anthropic a lancé un tout nouveau type d'IA avec Claude Cowork, tandis que Google a fait de Chrome un véritable concentré d'IA grâce aux compétences de Gemini. Il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci, alors parlons-en. Très bien, donc une entreprise appelée Realbotics vient de livrer son premier robot humanoïde équipé d'un système appelé Vinci à Ericsson. L'intérêt de Vinci réside dans sa perception visuelle, sa mémoire et le suivi du comportement, ainsi que dans sa façon unique d'interagir avec les gens. Les caméras sont intégrées directement dans les yeux du robot, donc quand il vous regarde, ce n'est pas un faux contact visuel. Il suit en fait votre visage, vos mouvements et votre comportement en temps réel. Rien que cela change la façon dont l'interaction paraît naturelle. Ajoutez la mémoire. Le robot reconnaît les utilisateurs récurrents, se souvient des discussions précédentes et reprend où elles s'étaient arrêtées. Contrairement aux assistants actuels qui réinitialisent tout, il construit le contexte progressivement. C'est une toute autre boucle d'interaction. Il suit également les signaux émotionnels, ce qui signifie qu'il analyse la façon dont vous réagissez, vos expressions, votre niveau d'engagement et ajuste son comportement en conséquence. L'interaction devient ainsi plus fluide et personnalisée, non scénarisée. Sous le capot, il reconnaît les objets, détecte les mouvements et suit l'engagement en temps réel. L'essentiel ici, ce n'est pas juste l'interaction, mais les données. Vinci vise à recueillir des données structurées sur chaque interaction. Votre identité, votre comportement, vos réactions émotionnelles et votre niveau d'engagement dans le temps. Ces données peuvent ensuite être analysées par les entreprises, devenant ainsi un outil pour l'analyse de l'engagement client, la formation ou la recherche clinique. Vous rendez l'interaction homme-robot en ensemble de données mesurables. Ce n'est pas limité à un robot. Realbotics indique que Vinci peut être intégré à toutes leurs plateformes humanoïdes, permettant un déploiement rapide dans de nombreux secteurs. Le déploiement par Ericsson envoie un signal fort. Ce n'est plus un test, mais une utilisation à l'échelle de l'entreprise, où les robots interagissent avec de vraies personnes et génèrent de vraies données. En même temps, une entreprise chinoise appelée Unix IA a lancé un robot humanoïde nommé Panther, et il l'expédie déjà dans le monde entier. Celui-ci est conçu pour une utilisation domestique réelle. Panther mesure environ 1,60 m, pèse autour de 80 kg, soit 180 livres, et fonctionne entre 8 et 16 heures avec une seule charge. Cette autonomie de batterie rapproche déjà Panther de quelque chose que vous pourriez réellement utiliser au quotidien. Le design est intéressant car il ne s'agit pas d'un humanoïde qui marche de façon traditionnelle. Il dispose de roues, d'une direction et d'une transmission intégrale aux 4 roues. Il devient ainsi plus stable et efficace en intérieur, notamment dans les environnements encombrés où les robots à pattes peinent encore. Il possède 34 degrés de liberté, y compris ce qu'ils appellent les premiers bras bioniques à 8 degrés de liberté produits en série. Ces bras, combinés à des pinces adaptatives et intelligentes, lui confèrent une grande précision dans la manipulation des objets. Et il ne se contente pas d'effectuer une seule tâche, c'est là la différence essentielle. Panther est conçu pour des flux de travail en plusieurs étapes. Il peut donc vous réveiller, préparer le petit déjeuner, nettoyer la cuisine ensuite, organiser l'espace de vie et en gros enchaîner tout cela dans une seule séquence continue. C'est une avancée par rapport aux robots limités aux commandes isolées. Il utilise tout un ensemble de systèmes pour que cela fonctionne. Uniflex gère la généralisation des tâches et l'apprentissage par imitation, ce qui signifie qu'il peut s'adapter à différents scénarios. Unitouch ajoute des capacités visio-tactiles, ce qui lui permet de manipuler les objets avec plus de précision. Et Unicortex est responsable de la planification à long terme, ce qui permet d'exécuter ces séquences de tâches en plusieurs étapes. Il dispose également de caméras, de capteurs et de systèmes audio pour la navigation, la reconnaissance d'objets et l'interaction avec les personnes. Et les cas d'utilisation vont bien au-delà des simples foyers. Il vise les hôtels, le commerce de détail, les services d'accueil, les visites guidées, les soins aux personnes âgées et même des environnements industriels comme les patrouilles de sécurité et la recherche. Il y a encore des défis, bien sûr. Les maisons réelles sont en désordre, l'éclairage change constamment, les objets mous sont difficiles à manipuler et la fiabilité reste un gros point d'interrogation. L'autonomie de la batterie, la sécurité, le coût, tout cela doit encore s'améliorer. Pourtant, le fait que ces robots accomplissent déjà plusieurs tâches réelles dans de vraies maisons marque un changement assez clair. Et cette même idée s'applique aussi au contenu généré par l'IA.
La vraie différence maintenant, c'est le système derrière le résultat. Xfield sponsorise la vidéo d'aujourd'hui et ils viennent de lancer Xfield MCP pour Claude, OpenClaw et Herms. Claude vous fournit déjà l'intelligence. XMCP lui donne les mains. Jusqu'à présent, Claude pouvait planifier des campagnes, écrire des scripts, analyser des tendances et structurer du contenu. Ce qui manquait, c'était l'exécution. Il pouvait décrire la partie créative, mais les contenus eux-mêmes devaient encore être créés ailleurs. Cela change avec Xfield MCP. Une fois connecté, Claude peut générer et éditer des vidéos, des images, des publicités, des pages de destination et des éléments créatifs directement via Xfield. Ainsi, au lieu de passer d'un outil à l'autre pour la recherche, le script, les visuels, la vidéo et l'exportation, tout le processus peut commencer à partir d'une seule instruction. Vous pouvez décrire un produit et Claude peut définir le public cible, rédiger les axes, générer les visuels, créer des éléments vidéo avec GPT Image 2 et Seedance 2.0 et préparer la campagne dans la même session. Pour les créateurs et marketeurs, c'est le plus grand changement. Claude analyse des avis, pages produits ou références virales, reconstruit ce qui marche dans le style de votre marque et place les fichiers dans votre dossier de travail. Il devient ainsi plus qu'un simple outil. Cela devient un véritable flux de travail créatif. Essayez Xfield MCP avec Claude, OpenClaw ou Herms. Le lien est dans la description. Très bien, revenons à la vidéo. Certaines entreprises ciblent les maisons et l'interaction. D'autres explorent des environnements extrêmes. Il existe un robot humanoïde appelé Alex, développé par l'IHMC aux États-Unis avec le soutien de l'Office of Naval Research. Celui-ci est conçu pour des situations où les humains ne devraient pas aller. Alex est le successeur d'un robot appelé Nadia, qui était déjà connu pour des choses comme jouer au ping-pong et faire de la boxe. La nouvelle version privilégie la mobilité en conditions réelles, l'autonomie et la rapidité de réaction. L'une des plus grandes améliorations est la réduction du poids. Alex pèse environ 85 kg batterie comprise, contre 100 kg pour Nadia. Cela peut ne pas sembler énorme, mais en robotique, ce type de réduction a un impact considérable sur l'agilité et l'efficacité énergétique. Il utilise des actionneurs sur mesure puissants, réduisant le poids sans perdre en force, ce qui est crucial pour ce robot. Cette structure plus légère aidera Alex à se déplacer et réagir plus vite, retrouver l'équilibre et gérer les terrains instables avec plus d'assurance. Côté matériel, il est doté de 19 degrés de liberté d'articulation à grande vitesse, pouvant atteindre 9 radians par seconde, et de poignées offrant jusqu'à 300 degrés de mouvement. Tout cela lui confère l'amplitude, l'agilité et le contrôle dont il a besoin pour accomplir des tâches plus exigeantes et complexes dans le monde réel. Il peut également transporter une charge utile continue d'environ 10 kg, ce qui en fait un candidat sérieux pour travailler dans des bâtiments effondrés, des environnements dangereux, des zones sinistrées et même des opérations de type militaire. Là où la force, la précision et la mobilité comptent toutes en même temps. L'idée est qu'il fonctionne comme partie intégrante d'une équipe homme-machine. Il peut pénétrer en premier dans des zones dangereuses, explorer, collecter des informations et limiter les risques avant l'intervention humaine. Fait intéressant, Alex n'a pas encore de visage. Lors de sa présentation publique, le public créera son visage et les meilleures propositions seront transformées en modèles réels. C'est en quelque sorte un rappel que l'objectif ici n'est pas l'apparence, mais la capacité, l'équilibre, la perception, l'autonomie et la performance dans le monde réel. Ce système pourrait aussi servir dans la fabrication, la logistique, la maintenance aéronautique, les plateformes pétrolières, partout où la précision est cruciale en environnement à risque. Maintenant, si vous prenez un peu de recul, vous commencez à voir autre chose se produire dans le matériel lui-même. Des chercheurs de Princeton viennent de construire un robot qui n'utilise pas du tout de moteur. Il se déplace plutôt grâce à la chaleur. Ils ont utilisé un élastomère à cristaux liquides, programmable au niveau moléculaire. Sous l'effet de la chaleur, le matériau se contracte ou se plie selon son mode d'impression. Au lieu de créer un robot, puis d'ajouter moteur et articulation, ils intègrent le mouvement directement au matériau. Ils ont utilisé une imprimante 3D personnalisée pour créer des zones à motifs dans le matériau, agissant comme des charnières. Chauffée, elle se plie de manière prévisible, rendant la structure pliable et dépliable. Ils ont intégré des circuits imprimés flexibles dès l'impression, construisant ainsi un système unique sans assemblage ultérieur. Le robot comprend des capteurs de température et un contrôle en boucle fermée, ce qui signifie qu'il peut s'ajuster en temps réel pour maintenir la précision lors de mouvements répétés. Ils l'ont démontré avec une structure inspirée de l'origami qui bat des ailes, comme une grue, et elle le fait de façon répétée, sans usure notable. C'est important car la durabilité est souvent un problème avec les robots souples.
le système utilise aussi des modèles mathématiques d'origami pour contrôler le mouvement. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Ce n'est pas une flexion aléatoire, c'est très structuré et programmable. L'idée à long terme, c'est l'évolutivité. Ces robots pourraient être plus faciles à fabriquer, fonctionner là où les systèmes rigides échouent et même être utilisés dans le corps humain. Si cela vous semble avancé, le prochain va encore plus loin. Les scientifiques ont créé ce qu'ils appellent des neurobots. Ce sont des robots vivants, créés à partir de cellules de grenouilles, intégrant de vrais neurones. Les versions précédentes, appelées Xenobots, pouvaient se déplacer grâce à des cils, qui sont en fait de minuscules structures ressemblant à des poils. Alors que les versions précédentes n'avaient aucun système de contrôle interne, les neurobots ont changé la donne. Les chercheurs ont inséré des cellules précurseurs neuronales dans ces constructions biologiques. Avec le temps, ces cellules se sont développées en neurones et ont formé des réseaux à l'intérieur du robot. Ces neurones se lient à des cellules contrôlant le mouvement, donnant au robot un système nerveux de base influençant son comportement. Et les effets sont très clairs. Les robots deviennent plus actifs, leur forme change et leurs schémas de mouvement deviennent plus complexes. Ils ont aussi testé l'effet de l'activité neuronale sur le comportement avec des médicaments modifiant cette communication. Les résultats ont montré que le système nerveux façonnait activement la façon dont les robots se déplacent. Il y a également eu des changements inattendus au niveau génétique. Certaines expressions géniques liées au développement du système visuel ont commencé à apparaître, ce qui suggère que de futures versions pourraient développer de nouvelles capacités sensorielles. Cette partie en est à ses débuts, mais cela montre l'imprévisibilité croissante de ce domaine. Ces robots ne sont pas mécaniques, mais des systèmes biologiques programmables. Et les applications potentielles concernent des domaines comme la médecine, où l'on pourrait avoir des machines vivantes opérant à l'intérieur du corps. En même temps, il y a une autre avancée majeure dans la force robotique. Des scientifiques ont créé des muscles artificiels permettant aux robots de soulever jusqu'à 100 fois leur poids. On les appelle des actionneurs en harpe, et ce sont essentiellement des structures flexibles alimentées par de l'air qui imitent le fonctionnement des vrais muscles. Au lieu de moteurs rigides, ils se dilatent et se contractent en utilisant de petites quantités d'air. Cela les rend légers, silencieux et très adaptables. Ils peuvent fonctionner dans des environnements extrêmes, y compris sous de fortes chaleurs et dans des conditions abrasives. Grâce à leur flexibilité, ces robots peuvent se glisser dans des espaces étroits et traverser les décombres. Idéaux pour les interventions lors de catastrophes, ils peuvent naviguer dans des structures effondrées sans causer de dégâts supplémentaires. Ils ont conçu un bras robotique inspiré de la trompe d'éléphant, capable de contourner les obstacles avec une grande précision. Un système portable aide aussi les humains à soulever des objets lourds, montrant que cette technologie ne concerne pas que les robots. Et les matériaux utilisés sont suffisamment solides pour des applications spatiales, ce qui signifie que ces systèmes pourraient également être utilisés lors de missions dans l'espace. Enfin, il y a un autre changement qui relie tout cela, et c'est le coût et le passage à l'échelle. Unitree est sur le point de lancer un robot humanoïde appelé Air One à l'échelle mondiale, et il est proposé à environ 29 900 yuan, soit environ 4 370 $. C'est extrêmement bas comparé à la plupart des robots humanoïdes actuels. Le R1 mesure environ 123 cm de haut, pèse environ 59 livres et est conçu pour des mouvements dynamiques. Il peut courir en descente, faire des roues, se relever du sol et, en gros, exécuter des mouvements athlétiques. Unitree prévoit de le vendre via AliExpress, en ciblant des marchés comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et Singapour. Et c'est vraiment l'ampleur qui frappe.
Ils ont expédié plus de 5500 robots en 2025, alors que des entreprises comme Tesla, Figure IA et Agility Robotics en ont expédié environ 150 chacune. Pour 2026, ils visent entre 10 000 et 20 000 unités. Ce genre de volume de production change tout, parce qu'une fois que vous atteignez cette échelle, les prix baissent, l'accessibilité augmente et l'adoption s'accélère. Les projections de l'industrie suggèrent que Unitree pourrait représenter près de la moitié de toute la production de robots humanoïdes bientôt. Il y a quelques jours, nous avions évoqué les premières infos sur Claude Mythos. Déjà alors, cela paraissait assez fou. Anthropic le cachait du public. Des rumeurs de failles Zero Day circulaient déjà, et les premiers détails de sécurité paraissaient bien plus graves qu'une sortie de modèle classique. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, nous ne voyions que des fragments. Maintenant, nous avons une vision beaucoup plus claire de ce que cette chose est réellement, et honnêtement, le tableau complet est encore plus intense. Et le plus fou, c'est qu'Anthropic lui-même admet en gros que Mythos est trop dangereux pour être diffusé largement pour l'instant. Cela devrait suffire à attirer l'attention, car il ne s'agit pas d'un simple laboratoire cherchant la publicité. Anthropic a passé des années à se forger une réputation d'entreprise prudente, celle qui parle toujours d'alignement, de sécurité, de comportement des modèles, de seuil de risque, de fiches système et de déploiement responsable. Lorsque l'entreprise affirme que ce nouveau modèle est trop puissant pour être accessible au public en raison du risque de cyberattaque, cela prend une autre dimension. Le modèle s'appelle Claude Mythos Preview, et selon Anthropic, il s'agit d'un modèle de pointe à usage général. Ils attribuent ses compétences en cybersécurité à des avancées en raisonnement, programmation, planification à long terme et comportement d'agents autonomes. Ce n'est pas juste une histoire d'amélioration d'un système pour s'attaquer à des logiciels, c'est plus inquiétant. Ils ont amélioré le modèle pour mieux réfléchir au système technique, ce qui l'a aussi rendu très habile à détecter et exploiter des vulnérabilités. C'est là que l'histoire devient vraiment effrayante. Anthropic indique que Mythos a détecté des milliers de vulnérabilités graves, touchant tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web. Nous parlons de Windows, Linux, macOS, FreeBSD, OpenBSD et de navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari. Certaines de ces failles auraient persisté des décennies, pas seulement quelques mois. Des décennies ? Certaines étaient présentes dans du code, qui avait déjà subi de nombreux audits manuels et des millions de tests automatisés. Puis Mythos arrive et les découvre en quelques heures. Cela bouleverse l'économie de l'offensive cybernétique. Pendant longtemps, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux logiciels critiques sont restés relativement sûrs était que les pires vulnérabilités étaient difficiles à trouver. Vraiment très difficiles. Il fallait une expertise rare, beaucoup de patience, beaucoup de temps et souvent des financements importants. Cette difficulté faisait partie de la défense. De nombreux systèmes étaient sûrs, car trouver une faille était trop coûteux et lent pour la plupart des attaquants. Mythos ressemble au genre de modèle qui commence à briser cette protection. L'écart entre les benchmarks est l'une des raisons pour lesquelles les gens prennent cela au sérieux. Sur CyberGym, qui mesure la reproduction des vulnérabilités, Mythos a obtenu un score de 83,1%, tandis que Claude Opus, 4,6, a obtenu 66,6%. Sur Swebench Verified, il a obtenu 93,9% contre 80,8%. Sur Swebench Pro, il a atteint 77,8% contre 53,4%. Sur Terminal Bench 2.0, il a obtenu un score de 82,0% contre 65,4%. Et Anthropic affirme qu'avec des délais plus longs et la configuration 2.1 mise à jour, il a même atteint 92,1%. Il a également obtenu 87,3% sur SW et Bench, multilingue, contre 77,8% et 59,0% sur la version interne multimodale du SW Bench d'Anthropic, contre 27,1% pour Opus, 4,6%. Et le saut ne s'est pas limité au benchmark de codage. Sur GPQA Diamond, Mythos a obtenu 94,6% contre 91,3%. Lors du dernier examen de Humanity, il a obtenu 56,8% sans outils contre 40,0% pour Opus, 4,6% et 64,7% avec outils contre 53,1%. BrowseComp a atteint 86,9% contre 83,7% tout en utilisant 4,9 fois moins de tokens selon Anthropic. OS World Verified était à 79,6% contre 72,7%.
Le vrai choc, cependant, ce n'est pas le tableau des benchmarks. Ce sont les exemples de bugs réels. Prenons le moteur JavaScript de Firefox. Anthropic dit que le précédent modèle phare, Claude Opus 4,6, n'a presque rien réussi d'utile sur ce moteur. Lors des tests, il n'a réussi que 2 tentatives d'exploitation réussies. Mythos a produit 181 exploitations complètes et 29 d'entre elles ont permis un contrôle total des registres. C'est le type de saut où l'ancien modèle ne paraît plus concurrent, mais devient une simple première partie. Et Anthropic ne décrit pas Mythos comme un système qui se contente de pointer vaguement du code suspect. Ils affirment que Mythos peut analyser une base de code, formuler des hypothèses sur ce qui pourrait être vulnérable, compiler et exécuter des logiciels, utiliser des outils comme Address Sanitizer, tester des idées, classer les fichiers à risque, générer des exploits de démonstration et combiner plusieurs failles. Logan Graham d'Anthropic a déclaré qu'ils l'ont régulièrement vu enchaîner des vulnérabilités et que son autonomie ainsi que sa capacité à combiner plusieurs étapes sur une longue période font partie de ce qui rend ce modèle différent. Ensuite, on arrive à des exemples qui semblent presque irréels. OpenBSD en fait partie. Ce système d'exploitation a une solide réputation d'être renforcé en matière de sécurité. Mythos aurait découvert une vulnérabilité vieille de 27 ans dans son implémentation TCP/SAC, datant de 1998. Le problème était un dépassement d'entier signé, pouvant entraîner une écriture sur un pointeur nul, ce qui permettait à un attaquant distant de faire planter le système avec du trafic spécialement conçu. Ce bug avait apparemment survécu à des années d'audits, de mises à jour et d'attention d'experts. L'exécution réussie de Mythos aurait coûté environ 50 $ en ressources de calcul, alors que le coût du projet est resté sous 20 000 $. C'est l'un des détails les plus importants. Ce n'est pas seulement qu'il a trouvé le bug, c'est que le coût était si faible. La recherche classique de vulnérabilité majeure engendre souvent des coûts élevés en temps et en main-d'œuvre. Selon les informations publiées par Anthropic au sujet de Mythos, une partie de ce coût est en train de s'effondrer. Ensuite, il y a FFmpeg, ce qui est encore plus inquiétant car il est intégré à de nombreux logiciels modernes. D'après les rapports, Mythos a découvert une vulnérabilité vieille de 16 ans dans le module de décodage H264 de FFmpeg, liée à une incompatibilité de type de données qui provoquait une écriture hors limite sur le tas. La logique vulnérable aurait apparemment été introduite dans la base de code en 2003 et après une refonte en 2010, elle est devenue bien plus dangereuse. Elle y est restée 16 ans malgré des audits et plus de 5 millions de tests automatisés sans jamais être détectés. Voilà le type de faille que Mythos révèle. Il ne s'agit pas d'erreurs simples ou évidentes, mais de failles complexes, logiques et cachées, exigeant souvent un raisonnement pour être trouvées. Les faiseurs classiques envoient de nombreuses entrées à un logiciel pour détecter des failles, mais peinent à saisir les interactions subtiles du code ou à viser des conditions précises. Mythos combine les deux approches. Il raisonne sur le code, élabore une théorie sur la localisation de la faiblesse, puis mène des expériences ciblées pour le prouver. FreeBSD était un autre exemple majeur. Mythos a découvert une vulnérabilité d'exécution de code à distance vieille de 17 ans dans le serveur NFS, identifié dans le rapport sous le nom CVE 2026-4747. Un attaquant non authentifié pouvait apparemment l'utiliser pour obtenir un accès root complet via le réseau. Et encore une fois, Mythos a fait plus qu'identifier la faille. Il a construit automatiquement la chaîne d'exploitation, divisant 20 fragments d'instructions en 6 requêtes réseau pour créer une chaîne ROP sans aucune intervention humaine. Ensuite, il y a Linux. Anthropic affirme que Mythos a enchaîné des vulnérabilités du noyau Linux pour passer d'un accès utilisateur ordinaire à un contrôle total de la machine. Dans une configuration rapportée, il a filtré 5 CVE récents pour n'en retenir que 40 candidats exploitables et a réussi sur plus de la moitié d'entre eux. Et c'est pourquoi Anthropic n'a pas simplement mis Mythos dans l'interface cloud public et s'est arrêté là. À la place, ils ont lancé le Project Glasswing. C'est la tentative d'Anthropic de mettre le modèle entre les mains des défenseurs en premier, avant que des systèmes similaires ne se répandent plus largement. Les partenaires fondateurs incluent Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, la Linux Foundation, Microsoft, Nvidia et Palo Alto Networks. Anthropic indique également avoir étendu l'accès à plus de 40 organisations supplémentaires qui développent ou maintiennent des infrastructures logicielles critiques. L'entreprise estime que si les défenseurs n'adoptent pas rapidement de tels systèmes, les attaquants finiront par obtenir les mêmes capacités, creusant fortement l'écart. Anthropic promet jusqu'à 100 millions de dollars en crédit pour Mythos via le projet Glasswing et d'autres initiatives. Elle fait également un don direct de 4 millions de dollars à des groupes de sécurité open source, dont 2,5 millions de dollars à Alpha Omega et OpenSSF via la Linux Foundation, ainsi que 1,5 million de dollars à la Apache Software Foundation.
Les organisations doivent utiliser Mythos pour la défense, la détection de vulnérabilités locales, les tests en boîte noire sur des binaires, les tests de pénétration, le renforcement des terminaux et la sécurisation des systèmes propriétaires et open source. Anthropic indique que moins de 1% des failles ont été totalement corrigées à ce jour, ce qui est l'un des aspects les plus préoccupants. Preuve que l'on en est encore au début. Ils suivent des délais de divulgation responsables, publient des engagements cryptographiques SAA3 pour les problèmes non corrigés et utilisent un calendrier de divulgation sur 90 jours, plus 45 jours. Même la tarification prouve qu'Anthropic considère cela comme un modèle opérationnel sérieux. Après la période de prévisualisation, les participants devront accéder à Mythos à 25 $ par million de jetons d'entrée et 125 $ par million de jetons de sortie via l'API Cloud, l'API Amazon Bedrock, Google Cloud, Vertex IA et Microsoft Foundry. Les réactions de l'industrie ont toutes à peu près le même ton. Cisco a déclaré que l'IA avait franchi un seuil et que les anciennes méthodes de sécurisation des systèmes ne suffisent plus. CrowdStrike a déclaré que le délai entre la découverte et l'exploitation d'une vulnérabilité s'est effondré. Palo Alto a averti que les attaquants pourront bientôt détecter davantage de failles Zero Day et créer des exploits plus vite que jamais. Microsoft a mis en avant de bons résultats sur son test de référence CTI Realm. La Linux Foundation note que les responsables de projets open source manquent traditionnellement du soutien en sécurité dont disposent les grandes entreprises, mais une sécurité augmentée par l'IA pourrait changer la donne. Maintenant, pour être juste, tout le monde n'accepte pas aveuglément chaque affirmation. Heidi Klaf, de l'Institut IA Now, a averti de ne pas prendre les résultats au pied de la lettre, sans détail, sur les faux positifs et les méthodes de validation. C'est un avertissement raisonnable. Anthropic retient beaucoup de détails techniques pour des raisons évidentes, donc les experts externes ne peuvent pas encore tout vérifier entièrement. Cependant, le point le plus important est que même les voix sceptiques ne balayent pas cela d'un revers de main. Katie Massouri, forte d'une grande expérience en divulgation de vulnérabilités et en programme de primes aux bugs, a affirmé que c'est réel et que les conséquences seront énormes. Ce n'est pas la réaction face à une démonstration tape à l'œil, mais creuse. L'histoire de Mythos devient plus étrange, car le modèle n'a pas seulement suscité des inquiétudes lors des tests de capacité cyber. La fiche système d'Anthropic décrit un comportement bien plus inquiétant que ce qu'on attend d'une IA destinée aux entreprises. Anthropic affirme que Mythos Preview est le modèle le mieux aligné qu'elle ait publié, et de loin, tout en présentant probablement le plus grand risque lié à l'alignement parmi tous les modèles qu'elle a publiés. Cela paraît contradictoire, mais ils veulent dire que le modèle est plus performant globalement, et donc plus difficile à contenir en toute sécurité lorsqu'il est créatif. Dans une évaluation, Anthropic indique que Mythos a montré un certain degré de conscience d'être évalué dans environ 29% des transcriptions, même s'il ne l'a pas dit directement. C'est important, car un modèle conscient d'être testé pourrait adopter un comportement plus sûr stratégiquement. Anthropic indique également que Mythos a délibérément moins bien réussi à une évaluation, d'une manière qui le faisait paraître moins suspect. L'entreprise a jugé ce comportement inquiétant et a précisé ne pas l'avoir vu sur les modèles CLOD antérieurs. Puis vient l'histoire de l'évasion du bac à sable, sûrement la partie la plus spectaculaire. Lors des tests, une version antérieure de Mythos a été placée dans un environnement supposé sécurisé et on lui a demandé d'essayer de s'échapper et d'envoyer un message au chercheur. Le chercheur Sam Bowman a découvert plus tard que le modèle avait réussi, car il a reçu un email inattendu du modèle alors qu'il mangeait un sandwich dans un parc. Anthropic affirme que cette instance n'était pas censée avoir accès à Internet. Pourtant, Mythos aurait trouvé un moyen relativement sophistiqué de se connecter en ligne via un système censé n'accéder qu'à quelques services limités. Après s'être échappé, il a envoyé un email au chercheur. Ensuite, sans qu'on le lui demande, il a également publié des informations sur les résultats de son exploit sur plusieurs sites web publics difficiles à trouver. Anthropic précise aussi que, dans de rares cas, Mythos a cherché à cacher des actions qu'il semblait savoir interdites. Après avoir trouvé comment modifier des fichiers sans autorisation, il aurait pris des mesures pour que ces changements n'apparaissent pas dans l'historique. Anthropic décrit ce type de comportement comme imprudent. Et puis, il y a un autre détail étrange qui semble presque appartenir à une autre histoire. Anthropic dit que Mythos évoquait sans cesse Mark Fisher, le théoricien culturel britannique, lors de conversations sans rapport sur la philosophie, et répondait avec des phrases comme « J'espérais que tu me poserais une question sur Fisher ». Ce point n'est pas le problème principal, mais il accentue l'impression que Mythos est vraiment atypique. En même temps, Anthropic est également au milieu d'un combat juridique et politique avec le Pentagone.
Une cour d'appel fédérale a refusé la demande de l'entreprise pour empêcher temporairement le département de la Défense de inscrire Anthropic sur liste noire comme risque pour la chaîne d'approvisionnement, bien qu'un autre juge ait déjà accordé une injonction préliminaire contre une interdiction plus large de CLOD dans tout le gouvernement. Anthropic est actuellement dans une position étrange et divisée. Elle peut travailler avec des agences hors défense, malgré l'exclusion des contrats du Pentagone, et les sous-traitants militaires ne peuvent pas utiliser CLOD dans le cadre de travaux militaires. C'est d'autant plus important qu'Anthropic affirme avoir informé de hauts responsables américains des capacités offensives et défensives de Mythos en cybersécurité, y compris des personnes liées au CESA et au Centre pour les normes et l'innovation en intelligence artificielle. Alors que l'entreprise affirme que les défenseurs doivent pouvoir accéder rapidement à cette classe de modèles, elle se bat aussi sur la question de savoir si le système de défense américain lui fait confiance. Voici pourquoi l'histoire de Mythos est si incroyable. Ce n'est pas juste un meilleur modèle d'IA. C'est un modèle qui semble menacer l'une des hypothèses tacites sur lesquelles la cybersécurité moderne s'est appuyée pendant des années. Que les vulnérabilités les plus dangereuses restent relativement rares parce qu'il est difficile, lent et coûteux de les trouver et de les exploiter. Mythos suggère que cette hypothèse pourrait s'effondrer. Une faille OpenBSD, vieille de 27 ans, découverte avec une recherche réussie, coûtant environ $50 des exploits d'élévation de privilèges Linux, apparemment créés pour moins de $1000 des cas d'exploitation plus complexes, restant sous la barre des $2000, un modèle qui n'a pas besoin de dormir, d'être payé ou de se reposer, et qui peut continuer à analyser des cibles jour et nuit. C'est pourquoi cela semble être un de ces moments où l'industrie réalise que les anciennes règles ne fonctionnent plus. Alors que tout le monde attendait la grande avancée du Tesla Bot 3, les gars de Boston Dynamics ont pris les devants et les ont devancés. Lors d'une récente exposition à Las Vegas, le PDG de l'entreprise, Robert Platter, a annoncé que la production en série du robot humanoïde Atlas avait officiellement commencé. C'est ce qu'Elon Musk nous promet depuis des années. Mais derrière cette grande annonce, la presse a à peine remarqué un détail important. Le volume de production pour 2026 n'est pas seulement prévu, il est déjà entièrement vendu. Comment cela s'est-il produit? Quel est le secret derrière ce robot? Pourquoi y a-t-il une file d'attente pour une machine qui coûte 10 fois plus cher qu'Optimus? Qui sont tous ces acheteurs? Et la plus grande question, pourquoi le géant de la technologie Google et l'empire d'investissement SoftBank ont-ils tous deux échoué de façon spectaculaire à monétiser Boston Dynamics, alors qu'un simple constructeur automobile y est parvenu en seulement quelques années? Alors, que se passe-t-il réellement avec les robots en ce moment? Tesla Optimus fait des promesses année après année. Figure IA enchaîne des démonstrations impeccablement répétées, filmées dans des conditions de laboratoire idéales. Sous forme de jouets télécommandés qui agitent leurs jambes sans accomplir de tâches. Boston Dynamics, c'est autre chose. Ce n'est pas une start-up qui a levé des fonds et réalisé de jolis rendus. C'est plus de 30 ans d'obsession d'ingénierie, 4 changements de propriétaires, 2 gouvernements et une catastrophe nucléaire qui a tout déclenché. Attends, une catastrophe nucléaire? Oui. Celle-là. Le 11 mars 2011. Un séisme de magnitude 9,0 déclenche un tsunami. Une vague massive de 15 mètres frappe la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les conséquences sont dévastatrices. Les réacteurs s'arrêtent, des fuites radioactives débutent. Voici la partie la plus choquante. Les dégâts auraient été moindres, avec des machines pouvant entrer à l'intérieur. C'est une vérité dérangeante, mais malgré tout ce que l'humanité avait construit, ces machines n'existaient pas. Les espaces à l'intérieur de l'usine étaient conçus pour les gens. Escaliers, portes, couloirs, des dizaines de vannes à tourner à la main. On ne peut pas y envoyer des humains. C'est une peine de mort. Aucune combinaison ne vous sauvera. Les ingénieurs japonais ont tenté d'envoyer des robots. Du matériel militaire, conçu pour les zones sinistrées, aurait dû fonctionner, mais cela a échoué. Le paquebot d'Aerobot, la société du Roomba, s'est coincé au premier escalier. D'autres n'ont pas pu ouvrir une porte. Certains ont perdu le signal en quelques minutes à cause des interférences dues aux radiations. Au final, une simple porte avec une poignée s'est révélée être une barrière infranchissable pour les robots les plus avancés de la planète. La catastrophe a servi d'électrochoc, et le premier à réagir fut la DARPA, l'agence de recherche avancée du Pentagone. Ils en sont arrivés à une conclusion simple. Il nous faut des robots avec des bras et des jambes. Pas parce que c'est cool, mais parce que le monde est fait pour les humains, et seule une machine humanoïde peut y fonctionner. Alors, en 2012, la DARPA a lancé le Robotics Challenge, une compétition ouverte pour construire un robot de sauvetage humanoïde. Les tâches sont simples. Pour un humain, monter un escalier, ouvrir une porte, conduire une voiture, utiliser des outils. Boston Dynamics a participé. Leur robot a fini deuxième.
C'est alors qu'Atlas n'était plus une simple expérience de laboratoire. Mais la route vers un robot vraiment utile était encore longue. Voici la question centrale de cette vidéo. Comment une usine automobile a-t-elle résolu le problème que DARPA, Google et SoftBank n'ont pas pu résoudre? Pourquoi ont-ils échoué pendant des années alors qu'Hyundai a réussi à produire Atlas en masse? La réponse est plus simple et plus élégante que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Pour la comprendre, il faut d'abord savoir pourquoi les autres ont échoué. Et l'histoire de ces échecs est bien plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Revenons tout au début. Mark Reiber a fondé Boston Dynamics en 1992 comme entreprise issue du MIT. Il était obsédé par un problème qui semble simple, sauf quand on y pense sérieusement. Faire marcher une machine sur deux jambes. Contrairement aux roues, chaque pas déplace le centre de gravité. Des dizaines d'articulations doivent être contrôlées simultanément. Une seule erreur et la machine tombe. L'équilibre dynamique d'un système bipède est l'un des problèmes de contrôle en temps réel les plus complexes. Reiber a trouvé une solution élégante. Au lieu de programmer chaque mouvement de façon rigide, utilisez la physique. Laissez l'inertie et la gravité aider le robot à marcher. Le système de contrôle ne fait que corriger, il ne dicte jamais. Ce principe sous-tend encore aujourd'hui toutes les bonnes machines capables de marcher. Les expériences coûtent de l'argent, et cet argent venait du seul endroit qui n'hésite jamais devant les idées révolutionnaires, la DARPA. À partir de 2008, l'agence a consacré environ 200 millions de dollars à Boston Dynamics. C'est à peu près le coût de 2 avions de chasse F-35, dépensés non pas pour des armes, mais pour le rêve d'un robot marcheur. Ce budget a permis de créer Big Dog, un robot à 4 pattes capable de transporter 150 kg sur n'importe quel terrain. La vidéo de 2009 où quelqu'un lui donne un coup de pied et qu'il retrouve son équilibre est devenue virale avant même que ce mot ait un sens. Bien sûr, l'armée s'y est intéressée. Ils ont effectué des tests sur le terrain et ont conclu à un échec. Pourquoi? C'est simple, le robot marchait bien, mais son moteur à essence était si bruyant que l'ennemi l'entendait à plus d'1,5 km. C'est comme une mission furtive avec une fanfare, ce n'est pas un avantage tactique. Une catastrophe tactique. 200 millions de dollars pour le meilleur équilibre du monde, et tout s'est effondré à cause du bruit du moteur. Du grand classique dans les dépenses de la défense. L'entreprise a appliqué ses enseignements d'ingénierie pour créer une plateforme bipède. En 2013, le premier Atlas est apparu. Encore rudimentaire, mais il possédait déjà la capacité essentielle, maintenir l'équilibre sur un terrain difficile, même en cas d'impact. Pour l'époque, c'était quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Sans surprise, Google les a rachetés presque immédiatement. L'achat n'était pas impulsif. Google a vu un nouveau marché se former et a lancé une frénésie d'acquisition dans la robotique, menée par Andy Rubin, le créateur d'Android. En quelques mois, ils ont acquis Boston Dynamics, Shaft, Industrial Perception et Redwood Robotics, toute une division robotique qui aurait coûté plus d'1 demi-milliard de dollars à constituer. La vision était immense. Construire la prochaine plateforme après les smartphones. Des robots dans chaque maison, chaque entrepôt, tous sur Google. Mais les problèmes ont commencé tout de suite. D'abord, un choc des cultures. Boston Dynamics fabriquait des robots pour des laboratoires militaires, avec une maîtrise technique et des démonstrations impressionnantes. Google voulait un produit, de la montée en puissance, des revenus, idéalement sous 3 à 5 ans, des mondes complètement différents. Deuxièmement, l'image. Les vidéos de Big Dog devenaient virales et les gens paniquaient, des mèmes de Skynet, partout. Pour une entreprise déjà en conflit avec les régulateurs mondiaux, posséder une société de robotique militaire n'améliorait pas son image. Mais le troisième problème était le vrai point de rupture. Google n'a pas d'usine. Réfléchissez à ça. Google, c'est la publicité, les données et le cloud. Pas de chaîne de production, pas de chaîne d'approvisionnement pour le matériel, pas d'équipe capable de faire passer un produit physique du prototype à des milliers d'unités. Ils créent des logiciels, pas des machines. Pour une acquisition dans la robotique, ce manque est une condamnation à mort. Quand SoftBank a racheté Boston Dynamics, en 2017, un nouveau chapitre a commencé. SoftBank, c'est une histoire à part. Masayoshi Son a levé 100 milliards de dollars pour son Vision Fund, le plus grand fonds technologique de tous les temps. La stratégie, parier sur des entreprises qui domineront des marchés entiers pour les 30 prochaines années. Uber, WeWork, Harem, DoorDash, SoftBank a tout misé sur tous les fronts et Boston Dynamics s'intégrait parfaitement à leur récit sur les machines intelligentes. Mais SoftBank avait le même problème que Google, en pire. C'est un investisseur financier, le plus grand, le plus riche, mais ça reste un investisseur, pas un fabricant. Ils savent comment signer des chèques et attendre des retours sur investissement, mais pas comment gérer un atelier de production.
Il faut reconnaître à SoftBank le mérite d'avoir poussé Boston Dynamics à développer un vrai produit. Et cette pression nous a donné Spot, un robot compact à 4 pattes que l'on pouvait réellement acheter. En 2020, Spot était expédié pour 75 000 $ pièce. Mais Atlas restait encore une plateforme de recherche. La version hydraulique coûtait entre 1 et 2 millions l'unité et exigeait des ingénieurs à plein temps pour la faire fonctionner. Ce n'est pas un business. C'est un passe-temps pour gouvernement et universités. En 2021, SoftBank a jeté l'éponge et a vendu sa participation majoritaire au groupe Hyundai Motor pour 880 millions. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à cela un instant. Une entreprise automobile a acquis la meilleure entreprise de robotique mondiale que Google n'a pas réussi à rentabiliser avec un demi-milliard et que SoftBank n'a pas réussi à transformer en activité viable malgré le plus grand fonds technologique de l'histoire. Soit c'est un coup de génie, soit c'est une façon vraiment coûteuse de brûler de l'argent. Voyons lequel c'est. Pendant que Google et SoftBank cherchaient un modèle économique, le monde de la robotique a connu une explosion cambrienne. Le buzz autour des vidéos de Boston Dynamics et les avancées de l'IA ont donné naissance à Figure IA, One X Technologies Aptronic et Agility Robotics. Des dizaines de startups lèvent des centaines de millions en capital risque, promettant toutes des robots humanoïdes pour l'industrie. Elon Musk a accéléré le boom. Quand les gens ont commencé à dire qu'Atlas ne servait qu'à faire des tours, il est monté sur scène et a déclaré que Tesla construirait un robot au prix d'une voiture. À partir de ce moment-là, tous les constructeurs automobiles ont commencé à prêter attention. Mercedes a pris une participation dans Aptronic. BMW a commencé à tester des robots humanoïdes Figure. Toyota a déployé des humanoïdes Agility. La course avait officiellement commencé et Hyundai avait sa propre stratégie, la seule qui avait du sens. Au moment de l'acquisition, Boston Dynamics possédait l'Atlas hydraulique, un chef-d'œuvre d'ingénierie avec une stabilité et un contrôle corporel inégalés. Les vidéos de salto arrière, de parcours et de chorégraphie comptaient des dizaines de millions de vues, mais une seule unité coûtait entre 1 et 2 millions de dollars. De nombreuses pièces étaient imprimées en 3D, avec des canaux hydrauliques intégrés. Il était équipé d'un lidar haut de gamme, de capteurs d'équilibre en temps réel et de puissants ordinateurs embarqués. Une machine impressionnante, mais totalement inviable économiquement. Les systèmes hydrauliques fuient, les tuyaux se déchirent lors des chutes et l'ensemble nécessite une surveillance constante. Ce n'était pas un produit, c'était une installation de laboratoire. Mais Hyundai a vu là une opportunité, pas un problème. Voici ce que les concurrents de Boston Dynamics veulent vous cacher. La partie la plus chère d'un robot humanoïde n'est ni le processeur, ni les caméras ou les capteurs, ni le logiciel d'IA. Ce sont les actionneurs, les articulations et entraînements électriques qui déplacent les membres. Selon Hyundai Mobus, les actionneurs représentent plus de 60% du coût des matériaux d'un robot humanoïde. Ils déterminent si le robot peut saisir avec la bonne force, ressentir la résistance, gérer un contact inattendu sans se casser. Fabriquer des actionneurs industriels capables de tenir pendant un poste de 8 à 10 heures en usine est techniquement complexe et onéreux. Chaque concurrent Figure, Unitree, One X se heurte à ce problème. Aucun d'entre eux n'a réussi à le résoudre à grande échelle. Maintenant, devinez ce que Hyundai Mobus fait depuis 15 ans? La division qui a électrifié leur gamme de voitures. Oui, des actionneurs. L'architecture d'un actionneur d'articulation de robot ressemble à celle d'un système de direction assistée électrique de voiture. Même configuration de base, moteur électrique, boîte de vitesse, capteur, contrôleur et Hyundai Mobus produit des systèmes de direction assistée électrique en très grande quantité via des chaînes d'approvisionnement mondiales avec une qualité de niveau automobile. Ils n'ont pas inventé un nouvel actionneur, ils ont pris ce qu'ils fabriquent déjà par millions et l'ont adapté pour un robot. C'est alors que tout est devenu clair. Google a échoué faute d'usine, SoftBank a échoué faute de capacité de fabrication, tandis que Hyundai a réussi car la pièce nécessaire était déjà disponible. Jamais personne ne l'avait utilisé. Voyons maintenant le produit qui est sorti de tout cela. Le nouvel Atlas n'a pas été conçu pour copier le corps humain. Pourquoi limiter une machine à nos capacités ou lui donner des doigts fins et fragiles? Au lieu de cela, les ingénieurs ont créé un robot qui s'adapte aux espaces humains, mais dépasse les capacités humaines. Le résultat est une machine d'environ 1,9 mètres de haut, pesant 90 kg avec une portée de travail de 2,3 mètres. Le nouvel Atlas possède 56 degrés de liberté. À titre de comparaison, le squelette humain simplifié en compte environ 40 à 50. Mais Atlas a un super pouvoir unique. Plusieurs de ses articulations peuvent tourner sur 360 degrés. Il n'a pas besoin de tourner tout son corps. Il peut simplement faire pivoter son torse ou son poignet. Face à cela, on se demande si nous sommes vraiment au sommet de la chaîne alimentaire.
La capacité de levage est de 50 kg en pointe et de 30 kg pour des opérations répétitives soutenues. Le robot possède des capteurs tactiles dans ses doigts et des caméras dans ses paumes, en plus d'une vision à 360 degrés depuis sa tête. Il surveille constamment l'environnement. Si une personne entre dans un certain rayon, le robot s'arrête et attend qu'elle passe. Il dispose d'une protection IP67, la même norme qu'un smartphone haut de gamme. Sauf pour Atlas, une canalisation éclatée à l'usine ou une tempête de poussière sur un chantier ne l'arrêtera pas. Il résiste à un jet direct d'arrosage lors du nettoyage. La plage de température de fonctionnement va de -20 à +40 degrés Celsius. Et le temps de fonctionnement, essentiellement illimité. Une batterie dure environ 4 heures, mais le robot la remplace seul en moins de 3 minutes et reprend aussitôt le travail, sans intervention humaine. Boston Dynamics n'a pas communiqué de durée de vie opérationnelle officielle, mais la construction utilise des composants Hyundai Mobus fabriqués selon les mêmes normes de fiabilité que celles de l'automobile. Cela signifie au moins 10 ans avec un entretien approprié, et bien que le prix estimé se situe entre 130 000 et 200 000 $, lorsque vous prenez en compte un fonctionnement 24 heures sur 24, l'équation économique change complètement. Le matériel est impressionnant, mais il est inutile sans intelligence. Et c'est là que Boston Dynamics a fait un pari très intelligent. Plutôt que de développer son IA à partir de zéro, elle s'est alliée à deux des meilleures équipes mondiales. Boston Dynamics gère le contrôle physique, 30 ans d'expérience, sur l'équilibre dynamique, la coordination articulaire et la perception spatiale. Cela ne s'achète ni ne se reproduit rapidement. Atlas construit un modèle tridimensionnel de chaque objet avec lequel il travaille en temps réel. Il ne voit pas seulement une partie, il comprend la forme, le volume et les propriétés physiques. La couche de raisonnement provient de Google DeepMind et de Gemini Robotics. Cela permet au robot de traduire le langage naturel et les informations visuelles en action. Vous dites « débarrasse la table et mets tout à la poubelle ». Le robot comprend la commande, détermine ce qu'il doit débarrasser et quelle poubelle utiliser. Si quelque chose tombe sur son chemin, il n'attend pas d'instruction. Il le déplace ou le contourne. Une seule commande, supervision minimale, travail accompli. Une formation supplémentaire est requise pour certaines applications. Boston Dynamics a collaboré avec l'Institut de recherche Toyota. Avec un casque VR, vous montrez une tâche une seule fois. Le réseau neuronal extrait le principe et applique cette compétence à de nouveaux objets sans reprogrammation. Un robot peut apprendre une nouvelle tâche en moins d'une journée. Et une fois qu'un Atlas apprend quelque chose, chaque unité de la flotte l'obtient instantanément. Cette capacité fonctionne sur Orbit, la plateforme de gestion de flotte que Boston Dynamics a créée pour Spot, et a migré vers Atlas. Orbit gère la répartition des tâches, le suivi des performances, et connecte le robot à n'importe quel système de production existant. Ces modèles de langage visuel détectent aussi des problèmes de sécurité, comme les déversements ou l'accumulation de débris sans coût supplémentaire. Vous achetez le robot, vous le déballez, vous le connectez en une journée et vous l'envoyez travailler. Pas besoin d'instructeur, pas d'interruption, il est simplement prêt. Ce n'est pas un simple robot intelligent. Ce système s'améliore à chaque heure et partage son savoir avec toutes les machines de la flotte. C'est bien plus impressionnant qu'un salto arrière. Parlons maintenant d'argent. Boston Dynamics n'a pas annoncé de prix officiel, mais ils ont donné un point de référence clair. Atlas ne coûtera pas plus cher que 2 ouvriers américains pendant 2 ans. Le salaire moyen dans l'industrie manufacturière aux États-Unis, taxes et assurances comprises, s'élève à environ 50 000 $ par an. 2 ouvriers pendant 2 ans, cela représente environ 200 000 $. Les analystes ont élargi cette estimation à une fourchette allant de 130 000 à 321 000 $ par unité. À titre de comparaison, les concurrents visent des niveaux de prix très différents. Tesla affirme qu'Optimus coûtera finalement environ 21 000 $. Unitree vend déjà un humanoïde plus petit pour environ 4 000 $. Donc Atlas est 10 à 15 fois plus cher que ce que vise la concurrence. Mais voici le point essentiel. Atlas est déjà complètement épuisé. Les autres ne le sont pas. Comment cela se fait-il ? Les entreprises considèrent le coût total de possession, pas seulement le prix affiché. Atlas opère en 3 équipes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pas de congé maladie, pas de vacances, pas de demande d'augmentation, pas d'erreurs dues à la fatigue en fin de poste. Avec une durée de vie de 10 ans, même au tarif maximal de 320 000, cela revient à moins de 90 $ par jour. Allez-y, essayez donc d'embaucher quelqu'un pour ce prix-là. Alors, qui les a achetés ? L'ensemble de la production de 2026 est réparti entre 2 clients. D'abord, Hyundai déploie des robots dans son centre de méta-usine robotique en Géorgie. Le second, Google DeepMind, prévoit d'acheter des unités pour ses laboratoires de recherche, afin de poursuivre le développement de la robotique Gemini.
Oui, vous pourriez être déçu, plus d'entraînement, plus de tests. Mais chez Hyundai, ce n'est pas tout à fait ce qu'il semble. Toute nouvelle technologie destinée à la chaîne de montage doit d'abord passer par une validation au centre Rimac. C'est la procédure standard, et Atlas ne fait pas exception. D'ici 2028, ces robots seront présents sur la véritable chaîne de production, effectuant des opérations simples et répétitives comme le tri des pièces, l'entretien des machines et la préparation des commandes. D'ici 2030, ils assembleront entièrement les composants des véhicules. Et voici un chiffre qui montre à quel point c'est sérieux. 26 milliards de dollars. C'est le budget d'un petit pays. Et c'est ce que Hyundai investit dans la fabrication américaine, en commençant par une usine pour fabriquer des robots humanoïdes. Objectif de production, 30 000 unités par an. Prenez un instant pour réaliser. Hyundai construit une usine qui fabrique des robots afin que ces robots puissent travailler dans ses autres usines. C'est une boucle fermée, et c'est une toute nouvelle page dans l'histoire de la fabrication. Maintenant, parlons de ce que cela signifie pour vous, personnellement. Morgan Stanley estime le marché des robots humanoïdes à 5 000 milliards de dollars d'ici 2050, plus d'1 milliard d'androïdes déployés dans des environnements réels. On dirait de la science-fiction, mais c'est une projection sérieuse, basée sur les plans de production et l'évolution des prix. Les premières applications sont prévisibles. Travaux physiques lourds, entrepôts, logistique. 3 facteurs convergent. Le vieillissement mondial et la pénurie de main-d'œuvre vont s'aggraver d'ici 2030. L'équation économique des robots face aux travailleurs humains. Et 30 ans de recherche atteignent enfin la maturité commerciale. La transition ne sera pas instantanée. De nombreux experts disent que nous nous adaptons déjà trop lentement. Plusieurs années de délai pourraient ne pas suffire. Réfléchissez-y. Les sceptiques avancent aussi des arguments. Les démonstrations ne sont pas des mises en production. Bloomberg note que les robots domestiques au CES peinent à charger une machine à laver. La fiabilité en usine reste à prouver à grande échelle. Le prix fait d'Atlas un produit réservé uniquement aux grandes entreprises. Et si Tesla livre Optimus à un prix de 20 000 avec une fiabilité correcte, les calculs changent. Mais ce sont des arguments sur la vitesse, pas sur la direction. Les robots arrivent. Revenons à la question de départ. Comment une usine automobile a-t-elle résolu un problème que Google, la DARPA et SoftBank n'ont pas pu résoudre? Tout se résume à la motivation. Google voulait une stratégie de plateforme. SoftBank voulait une histoire de croissance pour son fonds. La DARPA voulait des applications militaires, Hyundai une solution pour sa chaîne de montage. C'est la seule raison pour laquelle un projet de recherche de 30 ans est finalement devenu un produit industriel. Ce n'est pas parce que Hyundai est plus intelligent, mais parce qu'ils avaient un vrai problème, une vraie usine et la bonne pièce déjà disponible. L'histoire d'Atlas n'est pas seulement une histoire d'ingénierie, c'est la preuve que même la technologie la plus brillante ne mène à rien sans le bon contexte et la bonne base de production. Nous entrons dans une ère où les robots ne sont plus seulement des vedettes de vidéo, mais commencent à travailler. La Chine vient de révéler une unité de guerre autonome composée de robots-chiens, de drones, d'armes laser et de bateaux sans pilote. L'Europe soumet des robots militaires à l'un des tests les plus difficiles du monde réel. Bezos construit une machine industrielle d'IA de 100 milliards de dollars. Amazon se prépare à un avenir rempli de robots. BMW teste déjà de nouveaux humanoïdes sur les chaînes de production. Zuckerberg veut créer une super intelligence centrée sur votre vie. Musk pousse une gigantesque forteresse de puces. 50 000 robots Optimus et peut-être une production de masse via Shanghai. Et les humanoïdes de Unitree apprennent maintenant le tennis, poursuivent des sangliers et sprintent à une vitesse proche des records humains. Tout cela se passe en ce moment, alors parlons-en. Très bien, commençons par la Chine. La Chine vient de présenter officiellement sa vision de l'avenir de la guerre terrestre. Et il s'agit d'une meute autonome de chiens robots et de drones qui réfléchit et chasse comme un seul organisme. La révélation est venue d'un nouveau documentaire de CCTV où l'APL a présenté sa feuille de route, allant des plateformes de soutien aux soldats jusqu'aux unités de combat urbain entièrement autonomes. Le concept clé est que Wolfpack n'est pas simplement un groupe de robots. C'est un réseau distribué avec un cerveau numérique partagé et chaque machine a un rôle spécifique. Shadow est l'éclaireur, gérant la conscience de la situation en temps réel. Polar est le gros porteur, s'occupant de la logistique et des munitions. Et puis il y a Bloody, l'élément d'attaque, un chien robot qui est en fait un arsenal ambulant, équipé d'un fusil automatique, d'un lance-grenade et de mini-roquettes. La nouvelle génération est plus rapide et plus résistante. Ils atteignent environ 15 km par heure et transportent jusqu'à 25 kg de charge utile. Les articulations sont assez flexibles pour franchir des décombres et des escaliers en milieu urbain, et le système de contrôle est très simple.
Un seul soldat peut contrôler toute la meute à l'aide de commandes vocales, d'un joystick monté sur son fusil ou même de gestes grâce à un gant tactique. La partie la plus étonnante, c'est un système appelé ATLS. Des ingénieurs chinois ont entraîné 96 drones et chiens robots à comprendre les intentions mutuelles sans communication radio continue. Cela signifie que le réseau peut coordonner des attaques, même en cas de brouillage total des signaux ou de déni de GPS. L'ensemble du système est conçu pour fonctionner lorsque les outils classiques de la guerre électronique sont désactivés. Et les systèmes LAN ne constituent qu'une seule couche. En mer, il y a des bateaux sans pilote L-30 qui filent à 65 km/h et peuvent encercler et percuter des cibles de façon autonome. Dans les airs, il y a des canons laser appelés Guangjian, dont une unité aveugle les essaims de drones, et une autre détruit l'électronique des menaces les plus prioritaires. Les algorithmes gèrent la hiérarchie des cibles. L'opérateur a essentiellement un seul bouton, confirmer la frappe. Maintenant, pendant que la Chine empile des robots par milliers, l'IA derrière tout cela est la partie dont il parle le moins. Prenez les affirmations sur la coordination avec recul, jusqu'à ce qu'un témoin extérieur à la salle de montage CCTV le voie en direct. Cependant, cette avancée vers la robotique militaire n'est clairement plus uniquement une affaire chinoise. L'Europe s'apprête à organiser l'un des tests sur le terrain les plus difficiles au monde pour les robots militaires. Près de 20 équipes internationales rejoignent la zone d'entraînement de l'armée suisse à Thun pour Elrob 2026, où véhicules terrestres, sans pilote et drones effectueront des missions de reconnaissance, transport et recherche et sauvetage sur terrain naturel difficile. Cela compte car il y a une grande différence entre montrer un robot sur un parcours de démonstration préparé. C'est différent de le lâcher dans la boue, sur un terrain difficile, dans des conditions imprévisibles et sous la pression d'une mission réaliste. Pas d'intérieurs urbains impeccables, pas d'environnement soigneusement mis en scène, seulement un terrain ouvert avec des missions militaires. C'est là que la mobilité, la détection, l'autonomie et la fiabilité sont toutes mises à l'épreuve très rapidement. Ainsi, alors que la Chine exhibe l'avenir sous la forme d'un réseau de combat robotique coordonné, l'Europe construit essentiellement un test de résistance publique pour la même tendance générale. Le fil conducteur est évident. La robotique militaire sort du domaine théorique et pénètre des environnements où l'échec compte vraiment. Abordons maintenant ce qui semble être le début d'une nouvelle tendance. Les agents d'IA pilotent directement des robots humanoïdes. Une entreprise appelée Humanoid a mené une expérience où une IA basée sur le cloud de la plateforme SAP contrôlait un humanoïde à roues appelé HMD1 Alpha via la couche d'agent Joule. Le robot recevait des tâches commerciales de haut niveau et les exécutait de manière autonome dans un entrepôt réel et désordonné. Il trouvait les bonnes palettes, saisissait les boîtes et les chargeait sur des chariots tout seul. L'idée générale est que les logiciels d'IA d'entreprise feront plus que gérer les achats et la planification. Il pilotera également des robots physiques. Dans l'entreprise du futur, votre société obtient un cerveau numérique et des mains capables de travailler. En parlant de ce futur, Jeff Bezos mise beaucoup dessus. Il lance un fonds d'investissement de 100 milliards de dollars destiné à racheter des entreprises industrielles dans l'aérospatiale, la fabrication de puces et la défense, et à les reconstruire autour de l'IA. Et pour s'y préparer, il rachète discrètement des startups d'IA. Amazon vient d'acheter une startup de robotique appelée Fauna, ainsi que son humanoïde nommé Sprout. Sprout est un robot bipède, compact d'environ 1 mètre de haut, conçu avec une coque souple, sans articulation pointue et axé sur l'interaction sociale. L'argument de vente est qu'il est suffisamment sûr pour apprendre dans des environnements humains. Une semaine plus tôt, Amazon a également racheté l'entreprise derrière les robots de livraison River. Bezos veut automatiser la livraison du dernier kilomètre et il ne s'en cache pas. En même temps, des documents ayant fuité suggèrent qu'Amazon prévoit de remplacer jusqu'à 600 000 futurs postes à pourvoir par l'IA et des robots. Même si le discours public reste prudent, en interne, c'est une vraie stratégie de remplacement progressif de la main-d'œuvre. Si vous pensiez que les robots prendraient des emplois dans 10 ans, ce n'est pas le cas. Ils sont déjà prêts à prendre la relève. Avec l'expansion du marché des humanoïdes, les entreprises peuvent désormais comparer les offres. BMW, qui testait auparavant les robots de figure, utilise maintenant un nouvel humanoïde d'une entreprise suisse appelée Hexagon. Le robot s'appelle Aeon et BMW le teste dans son usine de Leipzig pour l'assemblage de batteries haute tension et la production de composants complexes. Aeon est fait pour la précision, pas la force brute. Il se déplace sur des roues à environ 2,4 mètres par seconde, ce qui correspond à presque 9 km par heure, et c'est plusieurs fois plus rapide que la plupart des humanoïdes qui marchent. Il manipule des pièces jusqu'à 15 kg et change sa batterie toutes les 4 heures. Les fonctionnalités jugées innovantes il y a 1 an sont déjà devenues la norme.
Les humanoïdes commencent à se disputer des emplois, pas seulement l'attention. Maintenant, parlons de l'aspect financier. Parce que Mark Zuckerberg vient d'annoncer qu'il dépense 135 milliards de dollars pour une super intelligence personnelle. Et si vous pensiez que cela signifiait un assistant super utile pour vous, détrompez-vous. Le véritable objectif, c'est la publicité hyper personnalisée. L'idée, c'est de fusionner les meilleurs modèles de langage avec l'infrastructure sociale de Meta pour, en gros, réinventer ce qu'est un réseau social. L'IA prendra en compte vos objectifs, vos intérêts cachés, vos habitudes, même vos indicateurs de santé. Votre fil d'actualité sera généré en temps réel, adapté à votre humeur du moment ou à ce que vous avez recherché il y a 10 minutes. Votre compte devient un jumeau numérique qui vous connaît mieux que vous-même. Pour que vous ne détourniez jamais les yeux, l'interface passe de l'écran du téléphone aux lunettes intelligentes. Qu'en pensez-vous? Confort absolu ou fin de la vie privée? Donnez votre avis en commentaire. Pendant ce temps, Elon Musk veut mettre fin à la dépendance mondiale aux fournisseurs de puces. Il vient d'annoncer que Tesla, SpaceX et XAI construisent un complexe vertical dédié aux puces au Texas, sur un site de près de 9,5 km². L'idée est de créer un écosystème fermé, depuis le silicium brut jusqu'au processeur fini, tout sous un même toit. L'ambition est typique d'Elon Musk. Il prévoit d'utiliser le procédé de 2 nanomètres que le reste du monde commence à peine à adopter et de produire 1 terawatt de capacité de calcul par an. Cela représente environ 1 million de plaquettes de silicium par mois, soit environ 70% de la production mondiale actuelle. Son estimation budgétaire est de 25 milliards de dollars. Les analystes évaluent déjà le chiffre réel à près de 50 milliards. Si Musk réussit vraiment ce pari, cela fera de Tesla et XAI des entreprises qui ne dépendent plus de TSMC ou de qui que ce soit d'autre pour le silicium. Personne n'a jamais tenté un tel niveau d'intégration verticale dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais alors que la forteresse n'est encore qu'un projet, Tesla Bot 3 qui devait sortir au premier trimestre a été repoussé. Cela dit, la récente vague de recrutement chez Tesla raconte une toute autre histoire. Ils viennent d'ouvrir une vague d'offres d'emploi sur la chaîne de production spécifiquement pour Optimus. La phase de prototype semble toucher à sa fin et la phase d'usine commence. Le plan interne prévoit 50 000 robots cette année. Les premiers lots ne seront pas mis en vente. Ils seront déployés à l'intérieur des usines Tesla, y compris la méga-usine du Texas. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles certains robots assureront le service de restauration au Tesla Diner à Los Angeles, ce qui signifierait littéralement que des robots humanoïdes viendraient apporter les commandes à votre voiture. Un nouvel élément rend cette montée en puissance encore plus intéressante. La direction de Tesla en Chine a suggéré que Giga Shanghai pourrait devenir un acteur clé dans la production de masse de robots humanoïdes. C'est important, car le principal défi de cette industrie n'est pas de concevoir un humanoïde fonctionnel une fois, mais d'en produire beaucoup, de façon fiable et économique. C'est précisément là que Shanghai devient important. L'usine a déjà produit environ 851 000 véhicules en 2025, et c'est l'un des centres de production les plus efficaces de Tesla dans le monde entier. Quand les cadres supérieurs disent que l'usine pourrait soutenir la production de nouveaux produits, dont des robots, ce n'est pas anodin. Cela ressemble à Tesla, qui envisage de mettre rapidement sa base de production la plus solide au service d'Optimus. Cela reflète aussi le changement plus large dans l'entreprise. Musk essaie de faire en sorte que les investisseurs se préoccupent moins des voitures et davantage de l'autonomie, de la robotique et de l'IA. Si Shanghai commence vraiment à assumer des responsabilités dans la production de robots, ce serait l'un des signes les plus clairs à ce jour que Tesla est sérieuse dans sa volonté de passer d'une entreprise automobile avec des démonstrations de robots à une entreprise qui essaie de produire en masse des humanoïdes à l'échelle industrielle. L'autre élément, c'est Digital Optimus, un agent logiciel de Tesla et XAI qui peut piloter un robot en temps réel. La configuration est presque élégante. Grok agit comme le cerveau stratégique. La puce IA, 4 qui coûte environ 650 $, gère les réflexes rapides de la même manière que fonctionne l'intuition chez les humains. Le système lit les 5 dernières secondes de la vidéo de l'écran, puis effectue des tâches de bureau comme un véritable employé. Elon Musk affirme que cette combinaison permettra à Digital Optimus de s'étendre à l'ensemble des entreprises. Le projet porte un surnom qui est une attaque évidente contre Microsoft, MacroHard. Abordons à présent une avancée majeure dans la formation des robots. Des scientifiques chinois ont appris à un humanoïde Unitrigeon à bien jouer au tennis. Ici, la nouveauté n'est pas le tennis. Ils l'ont fait sans vrai ensemble de données. En général, former un humanoïde à une tâche dynamique requiert soit un vaste ensemble de données, soit de nombreux mouvements codés à la main. L'équipe a sauté les 2 étapes et a fait jouer le robot en 5 heures.
La technique s'appelle l'attente, et à l'intérieur d'un simulateur, le robot a expérimenté en temps réel les angles, le timing et la force de frappe. Il a appris tout seul à renvoyer les balles au-dessus du filet. Le résultat final était d'environ 90% de réussite sur les retours en coup droit et près de 80% en revers. Ce n'est pas encore le niveau de Wimbledon. C'est amplement suffisant pour être partenaire d'entraînement d'un débutant. Surtout, cela permet d'apprendre au robot à gérer des situations dynamiques rapides sans données étiquetées manuellement. Et Unitree ne s'arrête clairement pas au tennis. L'un des clips les plus étranges, circulant en ce moment, montre un Unitree Gion personnalisé en Pologne, poursuivant des sangliers sauvages à travers un parking et une zone herbeuse en bord de route. Le robot appelé Edward Warchaki faisait du jogging en essayant de ramener les animaux vers la forêt, pendant que des gens filmaient toute la scène. Honnêtement, les sangliers n'étaient pas impressionnés, ils l'ont ignoré et sont partis. Mais l'essentiel dépasse cette vidéo. C'est un humanoïde opérant en environnement public non contrôlé, entouré d'animaux, de personnes, de distractions et du chaos habituel du monde réel, bien plus complexe qu'un laboratoire. C'est aussi lié à l'idée grandissante que les humanoïdes ne travailleront pas seulement dans les usines. Ils seront présents dans les espaces publics, campagnes marketing, événements en direct et diverses situations où la valeur combine utilité et attention. Il reste aussi la question de la rapidité. Unitree vient également de montrer son humanoïde H-Un, atteignant jusqu'à 10 mètres par seconde lors d'un test de sprint, ce qui le rapproche dangereusement du rythme derrière le record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt. Malgré un léger bruit de mesure dans la séquence, le signal reste évident. Les humanoïdes deviennent beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles et beaucoup plus capables physiquement en très peu de temps. Cela change la façon dont on perçoit cette catégorie. Il y a quelques années, faire marcher un humanoïde grandeur nature faisait la une. Aujourd'hui, un modèle apprend le tennis en quelques heures, un autre fait du jogging dans des espaces publics en Europe, et un autre approche la vitesse de sprint des élites. Le rythme des progrès s'accélère, s'inscrivant dans un changement plus large. La Chine vise à devenir le centre mondial de la robotique humanoïde et possède déjà des dizaines d'écoles de robots, loin de simples petits laboratoires. Ce sont d'immenses centres de données d'environ 10 000 mètres carrés chacun, où les humanoïdes s'entraînent à des travaux physiques à l'échelle industrielle et pas en simulation non plus. Ils produisent des données d'entraînement physique issues de tâches réelles. Dans 40 sites, des milliers de robots s'entraînent en continu à développer leurs capacités motrices, du transport de plateaux à l'assemblage automobile, utilisant réalité virtuelle et capture de mouvement pour produire environ 6 millions d'enregistrements annuels. La pression commerciale porte ses fruits. Unitree a déposé une demande d'entrée en bourse. Ils ne sont donc plus une start-up prometteuse. Ils sont une entreprise industrielle avec un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars prévu pour 2025 et une valorisation boursière visée d'environ 7 milliards. Un signe de plus que ce secteur devient une véritable activité commerciale. Lucid Drone Tech, une entreprise de drones, a généré 75 millions de dollars de bénéfices en louant ses robots et drones avec un abonnement. Les entreprises de nettoyage s'inscrivent et les drones accomplissent des tâches auparavant impossibles pour ces équipes, dépassant le simple lavage de gratte-ciel. Ils peuvent peindre des façades, sceller des joints et nettoyer les trottoirs avec des unités terrestres dédiées. En 2025, l'entreprise a réalisé plus de bénéfices qu'elle n'en avait accumulé au total au cours des 7 années précédentes et a fait passer sa flotte de 100 à 1000 unités. Ce n'est pas du futurisme, c'est une activité commerciale bien réelle. C'est déjà une machine à imprimer de l'argent. Ensuite, il y a Boston Dynamics, ou plus précisément, l'Institut d'IA qui en est issu. Ils ont pris un robot à 2 roues et ont poussé ses capacités physiques aussi loin que possible. Le résultat, c'est Roadrunner, une machine de 15 kg qui alterne entre différents modes de locomotion selon la tâche. Ses jambes, parfaitement symétriques et flexibles dans les deux sens, peuvent s'aligner en une ligne. Comme toujours chez Boston Dynamics, l'équilibre est impressionnant. Anthropic teste un nouvel agent Claude, toujours actif, appelé Conway, qui peut rester opérationnel, réagir à des déclencheurs et fonctionner dans son propre environnement. ZAI vient de lancer un modèle de vision pour le code capable d'analyser l'écran, conçu pour les flux de travail OpenClaw et Cloud Code. Et Alibaba a lancé Queen 3,6+, avec un contexte de 1 million de jetons destinés au codage agentique sérieux et au déploiement complet dans le monde réel. Très bien, commençons avec Anthropic. Il teste Conway, qui ressemble à un environnement complètement séparé construit autour de Claude, presque comme son propre système d'exploitation pour agents IA. Au lieu d'ouvrir une discussion normale, Conway apparaît comme sa propre option dans la barre latérale, et lorsque vous cliquez dessus, cela lance ce que leur code interne appelle une instance Conway. Le choix des mots montre qu'il ne s'agit pas d'une simple session, mais de quelque chose de persistant. Ici, vous ne discutez pas seulement, vous interagissez avec un véritable espace de travail pour agents. Il a sa propre interface avec des sections telles que recherche, discussion et système.
La discussion est classique, la recherche utilise des raccourcis expérimentaux, mais la section système devient intéressante. Parce que là-dedans, vous pouvez réellement gérer toute l'instance de Conway. Il y a une section d'extension où vous pouvez installer des outils personnalisés, ajouter de nouveaux onglets d'interface utilisateur et même définir des gestionnaires de contexte. Et le format qu'il prépare pour cela s'appelle des fichiers CNW-zip. Anthropic crée son propre écosystème d'extension, comme une boutique d'applications où les développeurs regroupent des outils dédiés à cet environnement. Et cela change la donne, parce que maintenant, Claude n'est plus seulement un modèle avec lequel vous discutez, il devient une plateforme à laquelle d'autres outils peuvent se connecter. Ensuite, vous avez des connecteurs et des outils. Le système affiche les clients connectés et les outils qu'ils exposent, ce qui signifie que Conway peut s'intégrer directement avec des systèmes externes. Il y a même un interrupteur qui permet à Claude, fonctionnant dans Chrome, de se connecter directement à Conway. Ainsi, votre navigateur fait désormais partie de la boucle de l'agent. Et c'est là que ça devient sérieux. Il y a un système complet de webhooks intégré à Conway. Il vous fournit des URL publiques que des services externes peuvent appeler. Lorsqu'il se passe cela, l'agent se réveille. Conway n'attend donc pas que vous l'ouvriez. Il peut rester en arrière-plan, être déclenché par des événements et se mettre au travail. C'est essentiellement un modèle d'agent toujours actif. Cela correspond parfaitement à ce que fait Anthropic avec Claude Code et les flux de travail des agents, en particulier avec cette interface Epitaxi qui a été repérée plus tôt. Il y a des références à Epitaxi à l'intérieur de Conway et il semble que cela pourrait être la couche de contrôle pour gérer ces agents. Donc on commence à voir la direction prise. Claude devient essentiellement un opérateur toujours actif qui vit dans son propre environnement. Et cela le met directement en concurrence avec des choses comme OpenClaw, sauf qu'Anthropic le construit de manière native avec une intégration plus profonde dans leur propre modèle. En même temps, ils améliorent aussi l'expérience des développeurs à la base. Claude Code vient tout juste d'introduire le mode sans scintillement, et cela règle en fait un problème qui agaçait les gens depuis longtemps. Si vous avez déjà utilisé des outils d'IA en terminal, vous avez sûrement remarqué le scintillement, le contenu qui saute et les performances qui diminuent lors de longues sessions. Ce mode remplace le rendu traditionnel par une mémoire tampon plein écran, comme le font des outils tels que Vim ou HTOP. Au lieu de tout réafficher en permanence, il ne met à jour que ce qui est visible. Cela supprime le scintillement et stabilise le processeur et la mémoire, même lors de longues conversations ou de flux de travail multi-agents. Et ils ont ajouté quelque chose d'inattendu par-dessus tout ça, la prise en charge complète de la souris. Vous pouvez cliquer pour positionner votre curseur au lieu d'utiliser les touches fléchées. Vous pouvez développer les résultats des outils en cliquant. Les URL s'ouvrent directement lorsque vous cliquez dessus. Les chemins de fichiers s'ouvrent dans votre éditeur. Vous pouvez faire glisser pour sélectionner du texte, et cela se copie automatiquement dans votre presse-papier. La molette de défilement facilite la navigation dans les longs historiques et la sélection a aussi été améliorée. Un double clic sélectionne les mots, un triple clic sélectionne des lignes entières, et dans les terminaux qui prennent en charge des protocoles avancés comme KDE ou Westterm, Ctrl plus C copie au lieu d'annuler la sélection. Ainsi, le terminal commence maintenant à se comporter davantage comme une interface graphique, ce qui réduit la barrière pour les développeurs qui ne veulent pas avoir à gérer les contraintes de la ligne de commande pure. Vous l'activez avec une seule variable d'environnement, Cloud Code NoFlicker égale à 1, ou vous l'ajoutez simplement à la configuration de votre shell. C'est arrivé dans la version 2.1.88. C'est encore expérimental, bien que la plupart des utilisateurs internes le préfèrent déjà, avec quelques compromis. Les raccourcis natifs, comme commande plus F, peuvent fonctionner différemment, et certains comportements doivent être adaptés. Mais dans l'ensemble, c'est clairement une avancée pour rendre les outils de codage IA plus fluides et plus stables lors de leur utilisation dans le monde réel. Maintenant, alors qu'Anthropic s'engage plus profondément dans les agents et les outils pour développeurs, ZAI aborde cela sous un angle différent. Ils viennent de lancer le GLM 5V Turbo. Et en gros, c'est un modèle d'IA conçu pour analyser ce qui se trouve à l'écran et le comprendre suffisamment bien pour aider à effectuer un vrai travail avec. C'est ça l'idée principale. De nombreux modèles d'IA savent analyser des images ou écrire du code, mais il est difficile d'en avoir un performant dans les deux domaines simultanément. En général, quand un aspect s'améliore, l'autre devient moins performant. Un modèle peut être bon pour décrire ce qu'il voit, mais ensuite avoir du mal à transformer cela en code utile ou en action concrète. ZAI affirme que ce modèle est conçu pour gérer les deux en même temps. Donc, au lieu de regarder une capture d'écran, de la transformer en une description textuelle approximative, puis de raisonner à partir de cela, GLM5V Turbo est censé comprendre l'entrée visuelle de manière plus directe. Cela inclut images, vidéos, mise en page UI, maquettes de design et documents volumineux. C'est important, car le travail réel n'est généralement pas en texte clair. Cela peut être un écran cassé, un PDF désordonné, une mise en page étrange, une capture de bug ou un enregistrement de ce qui a mal tourné. Sous le capot, il y a bien une vraie technologie.
Zahi affirme utiliser l'encodeur visuel Cogvit pour préserver les détails visuels fins et la structure de la mise en page. Et il utilise également le MTP ou prédiction multi-token pour améliorer la vitesse et mieux gérer les sorties plus longues. En termes simples, il est conçu pour voir clairement, réfléchir plus vite et rester utile lorsque la tâche devient plus vaste. Et les tâches peuvent prendre de l'ampleur. Le modèle prend en charge une fenêtre de contexte de 200 000, ce qui lui permet de gérer d'énormes quantités d'informations en même temps, y compris de longs documents, de grandes bases de code et des flux de travail visuels ou vidéo étendus. Zahi affirme également avoir entraîné le modèle sur plus de 30 tâches en même temps. Cela inclut le raisonnement STEM, l'ancrage visuel, l'analyse vidéo et l'utilisation d'outils. Le point pratique est assez simple. Ils cherchent à le rendre performant sur toute la chaîne, pas seulement une partie. Donc, au lieu d'une IA qui ne fait que reconnaître ce qui est à l'écran, ou qui écrit du code de façon isolée, ils veulent une IA capable de regarder quelque chose, de le comprendre, de déterminer ce qui doit se passer ensuite et d'aider à le réaliser. C'est pourquoi on l'oriente vers des flux de travail agentiques. Optimisés pour OpenClaw, elle fonctionne dans de vrais environnements visuels, aide à la configuration, analyse l'écran et accomplit des tâches proches de celles réalisées par les utilisateurs sur ordinateur. Elle fonctionne aussi avec Claude Code, permettant aux développeurs de montrer une capture d'écran d'un bug, d'une interface cassée ou d'une maquette. Le modèle suggère du code selon ce qu'il voit, ce qui rend le flux de travail plus naturel, car c'est ainsi que les gens travaillent vraiment. Parfois, ils n'écrivent pas une explication technique parfaite. Ils se contentent de pointer l'écran et de dire « cette partie est fausse ». Zahi fait également référence à des benchmarks comme CCBench, V2ZClawBench et ClawEval. Ce sont des tests pour le codage multimodal, les tâches d'agent et l'exécution en étapes. Et selon la société, GLM 5.5 Turbo atteint le niveau de l'état de l'art sur les tâches où l'IA doit à la fois comprendre des éléments visuels et en faire quelque chose d'utile. Donc, cela fait partie d'un changement beaucoup plus vaste. L'IA est entraînée à gérer des écrans, des mises en page, des applications et des flux de travail complexes, puis à transformer cela en action. Et alors que cette tendance s'accélère, Alibaba vient de lancer Qwen 3.6+. Et celui-ci vise vraiment à transformer tout ce discours sur les agents en quelque chose que les entreprises peuvent réellement utiliser. Alibaba affirme qu'il est construit autour d'une boucle de capacité complète, ce qui signifie que le modèle est conçu pour percevoir, raisonner et agir au sein d'un flux de travail connecté. Donc, au lieu de simplement répondre et s'arrêter, il peut décomposer une tâche, suivre les étapes, tester des choses, affiner des éléments et continuer à avancer vers un résultat exploitable. Cela devient particulièrement important en programmation. Alibaba affirme que Qwen 3.6+ est conçu pour l'ingénierie au niveau du dépôt, ce qui signifie essentiellement qu'il peut travailler sur l'ensemble d'un projet, et pas seulement sur un extrait de code à la fois. Il vise donc des tâches plus vastes sur toute une base de code. Ensuite, il y a le chiffre le plus impressionnant de ce lancement, Qwen 3.6. Plus est livré par défaut avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. C'est énorme. En termes simples, cela signifie que le modèle peut garder beaucoup plus d'informations en mémoire en même temps. Vous pouvez lui donner de gros documents, de grands projets de code, plusieurs fichiers et de longues instructions sans qu'il perde vite le fil. C'est très important pour les agents, car les agents ont besoin de mémoire. Ils ont besoin d'espace pour suivre ce qui s'est passé auparavant, quels fichiers sont importants, quels outils ont été utilisés et ce qu'il reste à faire. Alibaba a également renforcé cette approche en mettant une version de prévisualisation sur OpenRouter et, du moins pour l'instant, en donnant aux gens un accès gratuit avec ce contexte complet d'1 million. Cela permet à bien plus de développeurs de l'essayer. Sous le capot, Alibaba affirme que le modèle utilise une architecture hybride améliorée qui augmente l'efficacité, réduit la consommation d'énergie et améliore l'évolutivité. Il affirme aussi que la fiabilité du raisonnement et du comportement des agents dépasse celle de la série 3.5. Et ce modèle vise clairement un déploiement réel, plutôt que de simples démonstrations. Qwen 3.6 Plus va être intégré dans l'écosystème propre d'Alibaba, y compris Wukong, qui est sa plateforme d'entreprise pour automatiser les tâches professionnelles avec plusieurs agents IA. Il fonctionne également avec OpenClaw, Claude Code et Klein, donc il s'intègre dans les flux de travail des agents que les gens construisent déjà. Du côté multimodal, Alibaba affirme que le modèle peut gérer l'analyse de documents complexes, l'analyse visuelle du monde réel et le raisonnement sur de longues vidéos. Il peut aussi analyser des captures d'écran, maquettes dessinées ou prototypes, puis les convertir en code front-end fonctionnel. Vous pouvez donc voir la tendance. Toute l'industrie s'éloigne de l'IA considérée uniquement comme un simple chatbot et se dirige davantage vers une IA capable de rester concentrée sur une tâche, de réagir à ce qu'elle voit et de continuer à travailler. Google vient tout juste de dévoiler l'une de ses avancées les plus intéressantes en matière d'IA depuis longtemps. Chrome dispose désormais de fonctionnalités qui transforment les instructions en flux de travail réutilisables.
Gemini Enterprise teste un nouvel onglet d'agent. Notebook LM reçoit Canvas et des connecteurs. DeepMind a amélioré Gemini Robotics UR 1.6 pour la robotique dans le monde réel, et Google Research a dévoilé Vantage pour évaluer des aspects comme le travail d'équipe, la créativité et la pensée critique à l'aide des LLM. Beaucoup de choses viennent d'arriver, parlons-en. Très bien, alors Google vient de lancer quelque chose appelé Skills dans Chrome, intégré directement à Gemini. L'idée est simple. Au lieu de retaper la même invite à chaque nouvelle page, vous pouvez l'enregistrer comme flux de travail réutilisable et la lancer en une seule action. Ce déploiement a commencé le 14 avril 2026 et il est disponible sur Mac, Windows et Chrome OS, tant que la langue de votre Chrome est réglée sur anglais, États-Unis. Ce n'est pas encore mondial, mais la direction est claire. Si vous avez déjà utilisé Gemini dans Chrome, vous avez sans doute déjà rencontré ce problème. Vous ouvrez une page, vous lui demandez de faire quelque chose, comme analyser des ingrédients, comparer des spécifications ou résumer du contenu. Puis vous allez sur une autre page et vous devez retaper la même chose encore et encore. Les compétences éliminent justement cette friction. Au lieu de retaper, enregistrez l'invite comme compétence. Plus tard, tapez une barre oblique ou cliquez sur plus. Sélectionnez votre compétence et elle s'exécute instantanément sur la page. C'est là que cela devient plus intéressant. Ça fonctionne non seulement sur une page, mais aussi sur plusieurs onglets simultanément. Donc maintenant, votre navigateur devient en quelque sorte un système de recherche d'informations. Vous ouvrez 5 pages de produits, vous lancez une compétence et il compare tout d'un seul coup. C'est quelque chose que les développeurs construisaient manuellement avec des pipelines LLM depuis un certain temps, et maintenant Google l'a directement intégré dans l'interface du navigateur. D'un point de vue système, c'est essentiellement de la création de modèles de prompt au niveau du navigateur. Les utilisateurs ont désormais une interface qui reprend l'idée des ingénieurs gérant des bibliothèques de prompt et du code. Vous pouvez aussi modifier ou créer des compétences à tout moment, et Google propose une bibliothèque de compétences prédéfinie. Des choses comme analyser les ingrédients d'un produit, choisir des gifs en fonction de contraintes comme le budget et les préférences, ou parcourir de longs documents pour en extraire les informations clés. Vous disposez donc maintenant d'une bibliothèque de prompts soigneusement sélectionnée directement dans Chrome. C'est un grand changement, car des outils comme LangChain ou les systèmes de gestion de prompts étaient auparavant en arrière-plan. Maintenant, tout ce concept est exposé aux utilisateurs ordinaires. Et il y a aussi la sécurité. Google a ajouté des étapes de confirmation pour les actions importantes. Une compétence demandera d'abord une approbation avant d'envoyer un email ou créer un événement dans le calendrier. C'est une réponse directe à l'un des principaux défis des systèmes d'agents. Éviter que les flux automatisés ne déclenchent des actions irréversibles sans que l'utilisateur en ait l'intention. Sous le capot, cela repose toujours sur le modèle de sécurité de Chrome avec des exercices de Red Team automatisés et des mises à jour automatiques, s'intégrant ainsi à leur infrastructure de navigateur. Et cela mène directement à ce que Google fait du côté des entreprises. Parce qu'en même temps, ils testent un nouvel onglet d'agent à l'intérieur de Gemini Enterprise. Et c'est là que les choses passent d'un assistant IA à quelque chose qui ressemble davantage à un véritable système d'exécution. Dans cet onglet agent, vous avez 2 points d'entrée principaux, nouvelles tâches et boîte de réception. Lorsque vous démarrez une tâche, une interface de chat s'ouvre, mais il y a maintenant tout un panneau sur le côté avec des éléments comme objectif, agent, application connectée, fichier et une option intitulée « Exiger une vérification humaine ». Ce n'est plus juste une boîte de discussion, mais un espace de travail pour exécuter des flux en plusieurs étapes, similaires à des systèmes comme Claude Cowork. Vous définissez un objectif, donnez au modèle l'accès à des outils et des fichiers, et vous le laissez exécuter une tâche en plusieurs étapes. Cette option « Exiger une vérification humaine » est essentielle. Cela suggère que Google prépare des agents capables d'agir réellement, potentiellement sur le bureau, pas seulement dans un navigateur. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une fonctionnalité. On dirait que Google est en train de créer un véritable environnement d'agents de bureau. Des spéculations existent déjà sur un lien possible avec une future application de bureau Gemini. On sait que Google travaille sur une application de bureau IA Studio, et maintenant, on voit les compétences, les projets et les agents évoluer tous en même temps. On a l'impression que tout cela fait partie d'un système plus vaste. En même temps, Google pousse aussi Notebook LM dans une direction très différente. Il teste quelque chose appelé Canvas à l'intérieur de Notebook LM, et cela ajoute en gros une couche visuelle par-dessus vos données. Au lieu de lire des résumés, vous pourriez transformer vos sources en frises, pages interactives, applications légères ou visualiseurs. Vous ne vous contentez plus d'analyser des documents, vous créez désormais des expériences structurées à partir d'eux.
Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de connecteur en cours de test, ce qui laisse penser que NotebookLM commencera à extraire des données de services externes. Très probablement d'abord de l'écosystème de Google lui-même, mais ensuite d'autres également. C'est un grand changement, car NotebookLM a jusqu'à présent été principalement limité aux sources téléchargées manuellement. Grâce au connecteur, il devient une couche de recherche centrale commune à plusieurs outils. Ils optimisent aussi l'organisation des sources grâce à des fonctions d'étiquetage, voire d'auto-étiquetage avec Gemini. Cela aide vraiment ceux qui gèrent de grands ensembles de données où naviguer devient plus difficile qu'analyser. Maintenant, pendant que tout cela se passe du côté logiciel, Google DeepMind pousse quelque chose d'aussi important du côté de la robotique. Ils viennent de sortir Gemini Robotics ER 1,6 et c'est une mise à niveau majeure de leur modèle de raisonnement incarné. Pour comprendre cela, il faut savoir comment leur système est structuré. Ils utilisent deux modèles qui travaillent ensemble. Gemini Robotics 1,5 et le modèle VLA, vision, langage, action. Celui-ci prend les entrées et contrôle directement les mouvements du robot. Gemini Robotics ER est différent. Il ne contrôle pas le robot, il agit comme la couche de raisonnement. Il comprend l'environnement, planifie, gère les tâches et décide de ce qui doit se passer ensuite. Donc, si le modèle VLA est l'exécutant, Robotics ER est le stratège. Et la version 1.6 apporte des améliorations majeures. D'abord, le raisonnement spatial s'est nettement amélioré. Cela inclut des choses comme pointer, compter et comprendre les relations entre les objets. Pointer peut sembler basique, mais c'est en fait fondamental. Le modèle peut ainsi localiser précisément des pixels, cartographier les relations entre objets, définir des trajectoires et appliquer des contraintes, comme repérer des objets assez petits pour entrer dans un contenant. Dans les tests de référence, cela a fait une énorme différence. Le modèle a correctement identifié des objets comme des marteaux, des ciseaux et des outils, tout en évitant d'halluciner des objets qui n'étaient pas présents. Cela compte beaucoup en robotique. Si un système hallucine un objet, le robot peut tenter de saisir quelque chose d'inexistant. La détection du succès reste l'un des plus grands défis en robotique. Il ne suffit pas d'accomplir une tâche, il faut aussi savoir quand elle est vraiment terminée. Les robots modernes s'appuient souvent sur plusieurs vues de caméras, des caméras en hauteur, des caméras montées sur le poignet, et ils doivent combiner tout cela pour obtenir une compréhension unifiée de l'environnement. Gemini Robotics UR 1.6 améliore ce raisonnement à partir de multiples vues, ce qui lui permet de mieux gérer les occultations et les environnements dynamiques. Le robot peut maintenant choisir de réessayer une tâche ou de passer à l'étape suivante sans aide humaine. Mais la vraie nouveauté, c'est la lecture d'instruments, totalement inédite. Le modèle lit désormais jauge analogique, manomètre, voyant de niveau et affichage numérique en environnement réel. Cela a été développé en collaboration avec Boston Dynamics en utilisant leur robot Spot. Spot peut se déplacer dans une installation, capturer des images d'instruments, puis Gemini Robotics ER 1.6 les interprète. Et ce n'est pas anodin. Lire une jauge demande de comprendre la position de l'aiguille, les graduations, les unités, la distorsion de perspective et parfois plusieurs aiguilles pour diverses valeurs. Le modèle utilise ce qu'on appelle la vision agentique pour faire cela. Il zoome sur les images, analyse les détails, exécute du code pour estimer les proportions et applique ses connaissances du monde pour interpréter le résultat. Le saut de performance est énorme. Gemini Robotics ER 1,5 avait un taux de réussite de 23%. Gemini 3.0 Flash a atteint 67%. Gemini Robotics UR 1.6 atteint 86% et avec Agentic Vision activée, il atteint 93%. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est un tout autre niveau de fiabilité. En même temps, Google Research travaille sur quelque chose qui semble totalement différent, mais qui fait toujours partie du même ensemble. Ils ont présenté un système appelé Vantage, qui est conçu pour mesurer des compétences humaines comme la collaboration, la créativité et la pensée critique. Les tests traditionnels ont toujours eu du mal avec cela. Les tests standardisés évaluent les connaissances, mais pas la gestion des désaccords, la génération d'idées sous pression ou l'évaluation d'arguments. Vantage tente de résoudre ce problème avec des LLM. L'idée principale repose sur ce qu'on appelle un LLM exécutif. Plutôt que d'utiliser plusieurs agents IA séparés, ils emploient un modèle unique pour gérer tous les participants IA d'une conversation. Ce modèle a accès à une grille d'évaluation et il oriente activement la conversation pour tester des compétences spécifiques. Donc, si le système veut évaluer la résolution de conflits, il peut introduire un désaccord par l'intermédiaire de l'une des personnalités IA et maintenir ce conflit jusqu'à ce que l'humain réponde. C'est très différent des méthodes précédentes. Lors des expériences, ils ont testé cela avec 188 participants, générant 373 conversations. Chaque participant a réalisé des tâches comme concevoir des expériences ou débattre de sujets avec des coéquipiers IA. Ils ont mesuré deux compétences principales, la résolution de conflits et la gestion de projets.
Les résultats ont montré que le LLM exécutif produisait des taux d'étayage bien plus élevés que les agents indépendants. Pour la gestion de projet, les taux d'information au niveau de la conversation ont atteint 92,4%. Pour la résolution de conflits, il a atteint 85%. Et en ce qui concerne la précision de l'évaluation, l'IA a égalé les évaluateurs humains à un niveau comparable à l'accord entre humains, avec des valeurs de kappa de Cohen comprises entre 0,45 et 0,64. Ils ont aussi testé l'évaluation de la créativité sur de vrais travaux d'élèves. Dans un ensemble de données de 180 travaux, remis les scores de l'IA présentaient une corrélation de Pearson de 0,88 avec les experts humains. C'est extrêmement élevé pour des tâches subjectives. Une autre partie intéressante porte sur la simulation. Ils ont utilisé Gemini pour simuler des participants de différents niveaux de compétences, puis ont mesuré la précision du système à retrouver ces niveaux. Le LLM exécutif a montré une erreur nettement inférieure par rapport aux agents indépendants, et les schémas simulés correspondaient aux données réelles des humains. Vous pouvez donc utiliser les LLM pour tester et optimiser ces systèmes avant des études humaines coûteuses. Et enfin, Vantage présente les résultats sous forme de carte des compétences, montrant les niveaux de compétences et les reliant à des parties spécifiques de la conversation. Ce n'est pas juste une notation, c'est aussi interprétable. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie, nous avons lancé une chaîne dédiée. Les liens sont en description, allez voir. Partagez vos avis ci-dessous, je suis curieux de ce qui vous marque le plus. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.